Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussil, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. SMTVD a un déficit de fonctionnement estimé à plusieurs millions d'euros par la Chambre régionale des comptes. De nombreuses lignes à l'arrêt en raison du droit de retrait de conducteurs du réseau Sudlib. Notre question sondage continue. Faut-il parler de l'esclavage? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Vos réponses dans un instant. Et en fin de journal, le savoir y réfléchir de Roland Laouché. Notre société se transforme en profondeur. Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, très riches en fibres, les épinards font partie des meilleurs légumes anti-constipation, de même que les navets, la patate douce, les choux de Bruxelles, les giromons, le son de blé, les jus de pommes frais, le kiwi, le melon, le café, les prunes de France, les gombos, les oranges, les huiles végétales. Parlons maintenant de la qualité de l'air. L'air aujourd'hui est bon. Je vous le disais en titre, après ceux de Schœlcher, il y a quelques semaines, c'est maintenant au tour des chauffeurs de Sudlib, les cars qui desservent le sud de la Martinique, de faire valoir leur droit de retrait. Selon eux, les bus qu'ils conduisent sont toujours en panne ou en mauvais état et sont de ce fait dangereux. De plus, très irréguliers, ils provoquent la colère des usagers, une colère dont ils sont, eux, les chauffeurs, les premières victimes. Le syndicat mixte du traitement et de valorisation des déchets donne une bien piètre image du fonctionnement de certains de nos élus. Nous vous avons signalé à quel point le rapport de la Chambre régionale des comptes était accablant pour le SMTVD, dont la gestion a été absolument catastrophique à tous les niveaux. C'est en réalité un véritable scandale, mais ce qui est sans doute plus scandaleux encore, c'est que bien avant ce rapport, le préfet de région avait alerté les présidents des EPCI et leur avait demandé de changer la gouvernance de cette structure à l'occasion d'une élection pour sa présidence. Nos élus avaient répondu au préfet en votant à l'unanimité pour le maintien du président en place. Nous disons bien à l'unanimité. L'Agence française de développement AFD de Fort-de-France et le COPEM ont signé ce mercredi 12 octobre 2022 une convention de partenariat stratégique et financier. L'AFD cofinancera des études dans le cadre d'un projet global de modernisation de la pêche artisanale martiniquaise. L'assistance technique a pour objet de mettre en place des outils de structuration et financement de la filière pêche artisanale. Le François a récemment célébré sa fête patronale. À l'occasion de la fête patronale du François, une messe a été célébrée en l'église Saint-Michel par le père Jean Mieleski, curé de la paroisse. Peu après, une soixantaine d'associations ont participé à la parade nocturne à laquelle des milliers de franciscains massés le long de la rue menant à la salle des fêtes ont pu assister. Aux côtés du maire Samuel Tavernier, des personnalités venues de plusieurs communes de l'île. Parmi elles, Giovanni William et Jean-Philippe Nilor, tous deux députés, mais aussi Michel Ange Jérémy, maire de Sinnamary, co-invité d'honneur avec Camille Pavio, président honoraire du club franciscain. Ce fut l'occasion pour tous les élus de saluer l'engagement des franciscains dans le bénévolat.
C'est en effet une façon de canaliser de nombreux jeunes tout en les faisant progresser dans différentes disciplines culturelles et sportives. Le maire a lui-même souligné le dynamisme associatif de la commune qui lui vaut son titre de ville sportive dont émergent régulièrement des champions. Une dizaine de franciscains ont d'ailleurs été mis à l'honneur pour leur engagement ainsi que pour leur performance sportive. Ajoutons qu'en intermède, l'association L'Envol a offert au public une admirable démonstration de gymnastique aérienne. Aujourd'hui, vendredi 14 octobre à 18h30, se déroule au premier étage de la mairie du Diamant une rencontre littéraire avec Akrita Jay autour de son ouvrage Taylor. Cet ouvrage est inspiré d'une histoire vraie de maltraitance d'une personne âgée. Toujours aujourd'hui, vendredi 14 octobre, dans le cadre d'Octobre Rose, la ville de Schœlcher accueille un village de sensibilisation avec des stands d'information et de nombreuses animations. De nombreuses animations ont lieu depuis 14 heures au bourg. À cette occasion, un ruban humain tout de rose sera déployé par le personnel municipal et les membres des 3 associations coordinatrices de cet événement en soutien à la lutte contre le cancer. La campagne présidentielle brésilienne deviendrait-elle aussi une guerre de religion? Nossa Senhora Aparecida est la sainte patronne du Brésil, célébrée le 12 septembre de chaque année. À cette occasion, le président Bolsonaro, candidat à sa réélection, s'est donc rendu à la basilique de l'État de São Paulo, qui lui est vouée, afin d'y assister aux commémorations religieuses suspendues pendant 2 ans pour cause de Covid. Devant l'église, Jair Bolsonaro a été accueilli sous des bravos et des huées. Notons que dans son homélie, l'archevêque a affirmé la nécessité de vaincre les dragons de la haine et du mensonge, tandis qu'un autre religieux, après avoir condamné la propagation de fake news, a tenu à rappeler que ce jour était l'occasion de demander sa bénédiction à la sainte patronne et non une opportunité de chasse au vote. Or, on sait que Jair Bolsonaro fait l'objet d'une enquête judiciaire pour, entre autres, propagation d'informations mensongères sur les réseaux sociaux. Après la cérémonie, la traversée de la ville par le président a été pour le moins tumultueuse. En effet, ses partisans, bières à la main, ont pris à partie la presse locale et hué le prêtre qui, au cours de son intervention, avait insisté sur la nécessité de lutter résolument contre la faim et le chômage. Rappelons que bien que s'affirmant catholique, Jair Bolsonaro accompagne ostensiblement chaque semaine sa femme au temple évangélique, et bien que certains pasteurs aient appelé à voter pour son adversaire, la plupart lui maintiennent leur soutien. Les intentions de vote des évangélistes sont donc en sa faveur, contrairement à celles des catholiques. Il faut dire que selon la première dame, Michelle, la lutte de son époux contre Lula n'est rien moins qu'une guerre spirituelle. Ce sont ses propres termes. Demain, samedi 15 octobre, il est proposé aux Martiniquais d'éteindre leur lumière de 20h à 21h. C'est une opération qui entre dans le cadre de la 14e édition d'une manifestation nationale intitulée « Le jour de la nuit », organisée par Agir pour l'environnement et que relaie en Martinique et en Guadeloupe Élite Écologie. Demain, samedi 15 octobre, de 7h à 16h, à la SICA Peters-Maillet, c'est sur la route du Vauclin,
va se dérouler la première édition du grand marché agricole et artisanal de l'association Chou Créole. Au programme, vente de fruits, légumes, produits de la mer, miel, chocolat, petit bétail, plantes médicinales, artisanat, vêtements, bakwa. Le photographe Robert Charlotte propose au public un atelier d'initiation au portrait photographique demain, samedi 16 octobre, de 15h à 17h à l'habitation Saint-Étienne au Gros Morne. Il est conseillé pour s'y rendre de se munir d'appareils photo ou de téléphone portable. Ce sera également l'occasion d'apprécier l'exposition Odyssée Garifuna de Robert Charlotte, une exposition visible jusqu'au mois de janvier. Le gouvernement précise ses plans pour s'opposer aux sommes importantes qu'empochent les énergiciens avec la flambée des prix, sans aller jusqu'à mettre en place une taxe sur les superprofits souhaitée par la gauche. Déposés vendredi dernier par l'exécutif, 2 amendements au budget 2023 visent à mettre en œuvre la décision européenne annoncée il y a 2 semaines de récupérer certains des profits des géants énergétiques et de plafonner les revenus tirés des prix élevés de l'électricité. Le premier amendement indique ainsi que la contribution temporaire de solidarité validée par l'Union européenne, qui portera sur l'exercice 2022-2023, s'appliquera aux résultats des entreprises qui réalisent au moins 75% de leur chiffre d'affaires dans les secteurs de l'extraction, de l'exploitation minière, du raffinage du pétrole ou de la fabrication de produits de coquerie. Cet amendement ne concerne que les producteurs de pétrole, de gaz, de charbon ou les raffineurs, selon Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances. Leur contribution ne devrait rapporter que 200 millions d'euros dans les caisses de l'État. Le second amendement, quant à lui, transcrit une décision européenne, la mise en place du dispositif de plafonnement des revenus de la production d'électricité à 180 € par mégawattheure, un moyen de limiter les revenus des producteurs à un niveau raisonnable. Grâce à ces 2 amendements, Bruno Le Maire espère réunir 26 milliards d'euros, une somme considérable permettant de financer plus de la moitié du bouclier énergétique à destination des consommateurs. Dimanche après-midi, outre une course de chevaux, ce qui est bien naturel, va se dérouler à Carrère un concours de chapeaux. Ce sera incontestablement un très beau concert que celui que donne Henri Pignat le samedi 22 octobre à 19h à l'espace Sonate. Ce concert va se dérouler autour d'un thème particulièrement intéressant, remettre l'orgue au centre de notre musique traditionnelle. Henri Pignat est ce pianiste malvoyant qui, depuis des années, défend notre culture sur le plan musical. Le Sénat a commencé ce mardi 11 octobre l'examen en première lecture du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, la LOPMI, qui prévoit sur 5 ans un effort financier de 15 milliards d'euros et la création de 8 500 postes de policiers et gendarmes. Pour cette première étape au Parlement, le texte porté par Gérald Darmanin ne devrait pas rencontrer de difficultés majeures dans un hémicycle dominé par la droite. Plus de 200 amendements ont quand même été déposés, essentiellement par la gauche. Notons que la LOPMI, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, a été raccourcie de moitié par rapport à sa version initiale. Elle ne comprend pas la réforme controversée de la police judiciaire qui rencontre actuellement l'hostilité de nombreux enquêteurs et magistrats. Mais le sujet risque néanmoins d'animer les débats à peine quelques jours après l'éviction du patron de la police judiciaire pour le sud de la France. Pour l'essentiel, le projet de loi prévoit 15 milliards d'euros supplémentaires de budget en 5 ans,
dont la moitié pour les investissements numériques. Le budget 2023 pour l'intérieur s'inscrit déjà dans cette perspective avec une augmentation annoncée de plus 6% par rapport à 2022 à 22 milliards d'euros. Le texte prévoit la création de 8500 postes de policiers et gendarmes en 5 ans, dont 3000 dès 2023, selon la première ministre Elisabeth Borne. Il s'agit notamment de préparer les 2 grands événements sportifs internationaux que va accueillir la France, la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. Pour lutter contre la cybercriminalité, en constante augmentation ces dernières années, le projet de loi permet les saisies d'actifs numériques comme les crypto-monnaies. Il prévoit par ailleurs de réprimer plus sévèrement l'outrage sexiste et comporte plusieurs mesures de simplification de la procédure pénale. Parmi les modifications apportées en commission, les sénateurs ont adopté un amendement pour aggraver les peines encourues pour les refus d'obtempérer et les violences faites aux élus. À l'issue de la première lecture de la LOPI par le Sénat, un vote solennel sera organisé le 18 octobre prochain, puis les députés plancheront à leur tour sur le texte amendé. Les langues commencent à se délier au marigot. Certains voient dans ce qui se passe au sein du conseil municipal une parfaite illustration du proverbe créole « Ron Sevis Bamaldo ». Ils observent en effet que c'est Guy Flandrina, mis sur la liste par le maire, alors qu'il n'est pas originaire de la commune, qui est aujourd'hui son adversaire le plus acharné. Selon le maire de Saint-Pierre, un bateau avec à son bord plusieurs passagers clandestins a mouillé dans la baie de Saint-Pierre pendant plusieurs jours. L'occasion pour Christian Raffa de dénoncer le fait que le Nord est une véritable aubaine pour entrer illégalement sur le territoire de la Martinique. Il réclame encore une fois l'installation d'un poste de douane dans cette zone. On s'en souvient, le 10 novembre 2020, des pluies diluviennes s'étant abattues sur la commune de Sainte-Marie. Un important glissement de terrain était survenu qui avait provoqué la fermeture de la route départementale 15. Elle était interdite à la circulation au lieu dit Morne-Théodore. Elle est de nouveau accessible à la circulation depuis aujourd'hui, vendredi 14 octobre. Vous avez, sans plus attendre, la parole. C'est l'heure de notre sondage. La question, faut-il parler de l'esclavage? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Nous vous écoutons. Sondage. Sondage. Faut-il parler de l'esclavage? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Oui, il faudrait bien parler de l'esclavage, ça fait partie de notre histoire, je dirais même de notre patrimoine. Et il ne faut pas que nos enfants restent innocents quand même. Il faut apprendre ce que nos ancêtres ont vécu à nos enfants. Je ne vois pas l'intérêt de parler. De toute façon, moi, ça ne me dit rien. Je n'ai pas été esclave. Mes parents ne l'ont pas été. De toute façon, je ne sais pas. Aucune. Oui, il faut parler de l'esclavage parce que ça fait partie de notre histoire et il faut simplement connaître son histoire. On apprend bien le Moyen-Âge, les barbares, on doit apprendre l'esclavage aussi. Point. Oui, parce que il faut parler de son histoire, quoi. L'esclavage fait partie de notre histoire. Donc, qu'on veuille ou pas, on est obligé de parler quand même de l'esclavage. Parce que c'est quand même le passé d'ici, donc moi je pense que oui, il faut en parler. Oui. Faut-il parler de l'esclavage? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Oui, parce que l'esclavage fait partie de notre histoire. Et puis ça nous permet de savoir d'où nous venons et où nous allons également. Oui, il faut en parler puisque ça fait partie du passé de l'île, l'histoire de l'île. Parce que quelque part on subit toujours une forme d'esclavage actuellement. Je ne vais pas citer de nom, mais il suffit de voir qui dirige ici et voir à quel prix on nous laisse vivre. Donc
il faut savoir en parler, oui, par le passé, parce qu'il y a une histoire. Maintenant, il faut savoir adapter cette histoire au présent. C'est-à-dire que l'histoire passée par rapport au présent, mais on n'est plus dans les mêmes circonstances. Si on veut, on va dire, contrer cet esclavage-là, je pense qu'il faut prendre les facteurs actuels, même si on n'est plus avec des fers aux pieds et au cou. Les fers ont changé d'aspect, on va dire. Mais si c'est normal, puisque nous subissons maintenant le reste de l'esclavage. Nous avons qu'à voir ce qui se passe maintenant. Alors, c'est une forme d'esclavage. Je pense que oui, il faut parler de l'esclavage assez régulièrement pour remémorer les choses qui se sont passées du temps et qu'on puisse avancer par rapport à ça. Sondage. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.